Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Christophe Madrol. Tribune de l'ancien président de la République François Hollande dans le journal Le Monde. Je le cite, « Pour arrêter Vladimir Poutine, arrêtons de lui acheter du gaz. En continuant à acheter du gaz russe, nous finançons la guerre que nous condamnons par ailleurs. » Vaste programme, mais outre le gaz, nous sommes tributaires des Russes pour plein d'autres matières premières. Rappelons que la Russie a des réserves parmi les plus élevées du monde pour le pétrole, le charbon, l'aluminium, le titane. Et si on prend les denrées alimentaires, que c'est un des premiers producteurs mondiaux, notamment de blé. D'où notre grand débat, l'Europe doit-elle arrêter d'acheter du gaz à la Russie? Et vous êtes 80,4% à dire non avec nous. Denis Deschamps, conférencier en géopolitique et géoéconomie, éditeur d'une lettre géopolitique quotidienne, le 24 heures sur la planète. Bonsoir. Bonsoir. Le gaz n'a pas été frappé par les sanctions. Non. Pourquoi? C'est parce que les Allemands ont trop besoin de gaz russe, puisque c'est 55% de leurs approvisionnements? Je le crains. Je le crains. Bien dans le micro. Je le crains. Effectivement, vous avez remarqué que dans le système de règlement livraison, 7 banques russes ont été mises de côté. Bien dans le micro. À la demande des, bien évidemment, des Allemands, puisqu'ils ont besoin du gaz russe. Et j'écoutais avec attention votre question. Mais en réalité, ce serait très très simple si on pouvait couper le gaz russe. Et on l'aurait isolé et il n'existerait pas aujourd'hui. Le monde, malheureusement, n'est pas aussi simple. Donc je comprends la sortie du président Hollande. Mais non, le monde ne peut pas être simplifié de cette manière-là. Philippe Bilger. Monsieur Deschamps. Deschamps, pardon. Comme le sélectionneur de l'équipe de France. Je voulais éviter la confusion, justement. Je vous remercie. Mais sérieusement, je n'ai qu'une question à vous poser, n'étant pas un spécialiste comme vous. La position de François Hollande apparaît à la fois morale et d'une certaine manière réaliste. Je comprends bien que l'initiative qu'il propose paraît très cohérente au regard de l'action forte qu'on veut avoir contre Poutine. Et j'ai cru comprendre, mais encore une fois, avec beaucoup de prudence, quand j'ai lu les propositions de Bruno Le Maire, qu'il ne serait pas complètement absurde pour la France de trouver d'autres sources que le gaz russe, puisque je crois la France n'est touchée qu'à 20%, donc ça n'est pas énorme. Qu'est-ce qui fait qu'à votre avis, ce point de vue de Bruno Le Maire, aussi technique qu'il apparaisse, n'est peut-être pas le bon pour se détacher de cette dépendance du gaz russe? Denis Deschamps. Alors, merci pour cette question, c'est très très intéressant. Bon, le monde est assez complexe tout de même. En réalité, jusqu'à maintenant, depuis 94-95, vous savez, l'Uruguay Round, on était... L'Uruguay Round, c'était les négociations au GATT, qui est devenu ensuite l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Tout à fait, c'est exactement ça. Je reconceptualise pour les auditeurs qui ont peut-être oublié 93. Merci, parce qu'on baigne toujours dedans, on s'en rend pas compte en fait, mais tout à fait. En fait, on est rentré dans une mondialisation heureuse, entre guillemets, où en fait les flux étaient en flux tendu. Hein. Vous connaissez le système de Toyota en flux tendu, les Six Sigma précédemment de GE. Et en réalité, là, cette mondialisation faisait qu'on était tous partenaires et qu'on était extrêmement gourmands de gaz, et notamment de gaz russe. Bruno Le Maire a raison, on peut réduire cette dépendance-là, mais pas en un claquement de doigts. Ce n'est pas possible. On parlera peut-être des engrais tout à l'heure, le monde agricole, parce que le salon vient de se terminer. Mais on ne peut pas réduire sa dépendance immédiatement. Et puis, il ne faut pas se leurrer, ça va coûter un petit peu plus cher. Parce que par bateau, on met moins de gaz dans un bateau que dans les pipelines qui arrivent directement en Allemagne, les amis. Alors, j'entends bien, merci, je vous le redis pour cette question. Il est tout à fait possible aussi que le président Hollande joue un billard à plusieurs bandes, et notamment la politique intérieure, peut-être aussi... se faufile-t-il sur la scène pour essayer d'être un recours? Je ne sais pas. Mais en attendant, sûrement, effectivement, il a eu, lui, son rapport avec Poutine, comme Sarkozy l'a eu, comme maintenant Macron le fait. Alors, c'est vrai que tout le monde critique tout en ce moment. Moi, je ne suis qu'un observateur et un analyste. Mais sincèrement, Macron, il fait le boulot.
C'est un des présidents, enfin un des acteurs internationaux qui parle le plus à Poutine, parce qu'il faut toujours garder le dialogue, c'est très important. À la fin, ça se terminera autour d'une table diplomatique de négociation. Mais le temps n'est pas à la négociation encore. Le maître des horloges aujourd'hui, c'est Poutine. Caroline Pilastre. Pour en revenir au gaz et à l'électricité, ne pensez-vous pas que plutôt d'investir des milliards dans des EPR qui ne verront le jour que dans 15 à 20 ans, il faudrait d'abord penser à rénover des bâtiments et des logements? Alors, ça, ce sont des choix de politique intérieure. En réalité, on n'a pas continuellement investi dans notre outil énergétique et pour cette fameuse indépendance énergétique. Donc là, on est sur un autre registre. J'ai pas dit au-dessus ou en dessous. C'est un autre registre. Et on voit bien que quelque part, on a un Macron qui souhaite rester un personnage dans l'histoire comme c'est un côté gaullien quand même quelque part, c'est pas péjoratif ou quoi que ce soit, où en fait on joue notre indépendance énergétique pour les 50 prochaines années. Et j'étais loin, moi qui suis quand même toutes les nuits je baigne dans l'actualité internationale comme vous l'avez gentiment mentionné, j'étais loin de me douter que le sujet nucléaire allait allait apparaître dans cette campagne. Ce qui me fait ouvrir une parenthèse, il y a de fortes chances qu'il y ait plein de sujets dont on s'y attend pas qui vont débouler pendant un mois là. Qui vont nous revenir en pleine tête. Je pense. Mais pour revenir à votre question, d'abord, on a vu ce témoignage qui était déchirant, parce que c'est à un vol d'hirondelle de chez nous, quand même, ce qui se passe là. Et on voit, vous vous rendez compte, les images que l'on voit à la télévision, qui nous rappellent nos arrière-grands-parents sur les routes de France en 40. C'est l'exode. Vous vous rendez compte de la violence des choses. Et alors, vous voyez que les Européens font tout pour essayer de les aider, mais comme ils ne sont pas dans l'OTAN, il n'y a pas une offre systématique d'aide avec l'article 5. Mais effectivement, pendant ce temps-là, ça nous renvoie au miroir aussi que beaucoup de gens souffrent en France. Depuis 30 ou 40 ans, c'est pas livrer un secret. On a fabriqué des pauvres. Bien sûr. Vous avez bien vu. Et il y a une précarité énergétique. Moi, je trouve que Monsieur le maire est déconnecté. Parce que vous avez beaucoup de Français à l'heure actuelle qui ne peuvent pas se chauffer. Oui. Donc, est-ce qu'il ne vaudrait pas voir justement dans l'avenir toute cette rénovation énergétique et à mettre ça en place pour ne plus être dépendant, même si c'est à 17%. Moi, je vais vous torturer gentiment, Monsieur Deschamps. D'accord. Voilà. Pour ma première fois. Pour votre première, je vais vous torturer parce que je vais revenir parce que j'ai plein de questions. Première question, 700 milliards, nous payons 700 milliards par an à la Russie pour acheter le gaz. On a parlé de l'Europe. Oui. L'Europe entière, pas la France, oui. Si j'ai entendu qu'on devait baisser notre chauffage, réduire notre consommation... Ça, c'est Bruno Le Maire qui l'a dit. Etc. Est-ce que vous pouvez nous dire, si je baisse d'1 degré mon chauffage chez moi, j'économise combien d'euros en fin d'année? On peut pas savoir, parce que ça, il faut qu'on ait la surface. C'est une moyenne. Tout le monde est spécialiste. C'est comme le foot ici. Non, mais il nous faut... Alors là, j'ai travaillé dans le bâtiment, il nous faut la superficie, la hauteur de plafond et le climat. Donc, est-ce qu'à un moment donné... L'isolation. Parce que moi, ça me gêne pas de baisser d'1 degré la température chez moi. Ça me gêne pas d'éviter de chauffer mon eau pour prendre mon bain, etc. Si on peut contribuer effectivement à baisser notre consommation énergétique pour dire aux Russes, regardez, on arrive. Première question. Deuxième question, j'ai cru comprendre que dans le cadre d'isolation des bâtiments, ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E, avec la crise de Covid, aujourd'hui, les C2E pour la rénovation des bâtiments, il y en avait trop. Et aujourd'hui, on n'arrivait plus à financer les rénovations telles que ça avait été voulu par le gouvernement Hollande et le gouvernement Macron dans le cadre des rénovations. Troisième question, et je ne suis pas du tout un spécialiste, Monsieur Deschamps, c'est la question aujourd'hui qui nous est posée sur le combat qui est mené par rapport à Poutine, et je le répète, pas contre la Russie, mais contre la dictature de Monsieur Poutine. Qu'est-ce que nous, citoyens, on peut faire réellement, au-delà de donner des médicaments, de l'argent, etc., dans la question énergétique. Pardon de vous avoir torturé comme ça, mais je pense que c'est important que nos auditeurs comprennent bien l'enjeu. Alors, je ne suis pas un spécialiste énergéticien, mais je vais rebondir sur votre première question. C'est que, de vous à moi, moi je suis un provincial. On voit des situations de grande précarité dans des provinces reculées. Eh bien, je pense qu'ils ne sont pas à 25 degrés chez eux. Ils ont déjà fait le -1 degré, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est déjà une réalité de terrain. Donc ça c'est un vrai drame.
Je sais pas, parce qu'on a des situations tellement diverses. Effectivement, on est très énergétivore en France, indiscutablement. C'est comme la richesse est très très mal répartie. C'est comme l'intelligence, vous me direz aussi d'ailleurs. Hein. Mais malheureusement, oui, vous savez, vous connaissez la formule. L'intelligence est la chose la moins bien répartie sur Terre, et pourtant personne ne se plaint d'en manquer. Oui, mais effectivement, ça c'est un vrai drame, parce que baisser de 1 degré, sur le papier, il n'y a aucun problème. Mais ceux qui sont à 2 SMIC par mois, avec une maison, 2 enfants, ils vont dépenser au moins 1/4, si c'est pas 1/3 de leurs revenus pour le gasoil pour aller travailler. On oublie ce détail-là, parce que nous, on est citadins. Je vous coupe, c'était notre débat d'hier sur le prix du carburant. Il a pris 15%, 15 centimes depuis dimanche. Mais restez, je connais bien les administrations françaises. Souvent, quand on arrive dans une administration, c'est surchauffé. Peut-être que... Voilà, j'essaye de comprendre aujourd'hui, par rapport à la question qui nous est posée, que François Hollande met dans le monde aujourd'hui concernant le gaz. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible? Et si c'est oui, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est non, c'est une équation encore de François Hollande. On a un peu l'habitude. En fait, tu parles toi d'un genre de sobriété énergétique. Hein. Oui, c'est le terme en écologie. C'est ça, mais voilà. Et alors, est-ce qu'on peut imaginer que ce que nous avait promis au début du Covid, ce nouveau monde, est-ce que cette guerre aujourd'hui vis-à-vis de Poutine, est-ce que ce nouveau monde ne va pas justement arriver après la guerre? Parce qu'en fait, le monde d'avant s'est quasiment reproduit après le Covid, en réalité. Oui, bien sûr. On l'a bien vu. Donc maintenant, est-ce que la guerre va changer les lignes ? Je pense que oui, en réalité, parce qu'il n'y a pas que le gaz ou le pétrole avec le gasoil qui explose, parce que ça explose littéralement. Vous avez vu le pétrole battre ses records tous les jours. C'est une hyperinflation. On est à 2,09 le gasoil, le litre de gasoil tout à l'heure. C'est impressionnant. On était à 1,94. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le blé, les céréales. Voilà. Le grenier du blé, c'est la Russie. Donc comment on va faire justement ? Et regardez, là je regarde avant de venir le nickel. Le nickel, il a été suspendu à Londres. Bon, le nickel, moi je connais pas bien. Là, voilà. On a de la chance, on a la Nouvelle-Calédonie, 4e producteur mondial. Mais ça sert à quoi le nickel? Alors, le nickel, ça sert pour les batteries. Les batteries. Ah, et les batteries. Oui, nos auditeurs savent pas forcément les trucs. Nickel. Et en fait, la Russie, dans le nickel, ils sont 2e producteur mondial. Et la particularité, c'est que, d'une manière un petit peu ironique, Elon Musk vient de ouvrir sa Gigafactory à Berlin, à côté de Berlin, pour faire des voitures électriques. Donc les voitures électriques, malheureusement, elles vont pas baisser en prix parce qu'on en a besoin de beaucoup pour les batteries. Donc en fait, on est ultra liés. Donc je reviens à vos questions, hein, je les oublie pas du tout. Donc pour le gaz, on ne pourra pas s'en passer. On va aller chercher en Algérie, j'entends bien. On va aller chercher en Norvège, j'entends bien. Mais en attendant, il faut réorganiser des filières. C'est comme dans les matières premières, c'est comme les engrais. Il faut travailler des filières, ça se fait pas comme ça. C'est très long à mettre en place. Vous voyez ? Les vraies voix, 18h42. Faut-il arrêter, l'Europe doit-elle arrêter d'acheter du gaz à la Russie? Vous êtes 80,8% à dire non. Ça réagit énormément au standard. Ça va faire plaisir à Christophe Madrol. On va partir à Marseille et on ira aussi dans les Landes. Restez bien avec nous, les vraies voix de Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Billiger, Caroline Pilastre, Christophe Madrol. Notre grand débat, l'Europe doit-elle arrêter d'acheter du gaz à la Russie? Vous êtes 80,8% à dire non. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Et ça va faire plaisir à Christophe Madrol. Direction Marseille. Bonsoir Serge. Bonsoir. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous pensez qu'on ne peut pas se passer du gaz russe? Mais moi d'abord, je veux dire, comme tout le monde, hein, je suis horrifié quand je vois toutes ces personnes en exode qui quittent leur maison avec même pas un baluchon sur le dos, et encore plus parce que ça me renvoie à 1 an et demi en arrière quand je voyais les Arméniens du Haut-Karabakh, et si vous comprenez, ça me touche encore plus parce que ce sont aussi, c'est mes souches aussi, et donc je me dis que ironie de l'histoire, s'il peut y avoir encore un peu d'ironie, je vois monsieur le président ukrainien qui appelle à l'aide pour contrer un grand dictateur comme monsieur Poutine. Il appelle un grand démocrate comme le sultan Erdogan, vous voyez. Alors, est-ce qu'il faut leur acheter ou pas du gaz? C'est peut-être les Russes qui vont décider s'ils nous le vendent ou pas. Parce que nous, on dit est-ce qu'on leur achète ou pas, mais eux, est-ce qu'ils vont continuer à le vendre? On a peut-être un maître des horloges là-haut, mais eux, ils ont le maître du tarif, hein. C'est eux qui vont donner le tempo.
Alors justement, Serge, merci beaucoup. On va faire réagir, on va retourner ensuite au 0826 300 300. Denis Deschamps, la remarque de Denis, elle est juste, parce que si c'est pour acheter du gaz au Qatar, qui est pas franchement le pays le plus démocratique et le pays qui traite le mieux ses travailleurs immigrés, on l'a vu sur la construction des stades de la Coupe du Monde, ou l'Algérie qui est un régime militaire depuis l'indépendance, c'est-à-dire depuis 60 ans, ça pose quand même question, non? Bien entendu. Et puis le transport maritime est extrêmement polluant. Tous les bateaux ne tournent pas au gaz, c'est du fioul lourd, il n'y a pas de filtre, c'est très très polluant. Donc je reviens à votre réflexion et vous avez tout à fait raison. C'est Poutine pour l'instant qui a tout en main en réalité pour plein de choses. Mais de toute façon, on ne peut pas s'en passer. Je suis navré, ce serait trop facile. Mais je prends un exemple. Moi, je viens du monde de la terre. Le salon d'agriculture vient de se terminer. Les engrais. Regardez un exemple. On a besoin d'azote. Vous savez, c'est l'aliment de la plante. On a besoin de les engrais azotés. Voilà, les engrais azotés. Il faut énormément d'énergie pour fabriquer les engrais. Et l'énergie, on fait les engrais là où il y a de l'énergie, notamment en Russie. Et si on ne met pas d'engrais à la plante, le blé, au lieu de récolter 7 à 8 tonnes à l'hectare pour les bonnes terres, on tombe à 2 tonnes à l'hectare. Donc là, après, on a une problématique de sécurité alimentaire en France. Ah bah si on passe de 8 tonnes à 2 tonnes de production, oui, mais ça va loin. Hein. Moi, je mets un bémol parce que là, excusez-moi, je suis d'accord sur tout ce que vous avez dit, mais sur la question de l'engrais, j'ai écouté les rapports depuis 10 ans de la Confédération paysanne. Il y a un vrai débat par rapport au monde agricole, par rapport à ça, sur la question de l'engrais. On a volontairement... Parce que la FNSEA, soyons clairs, a favorisé les échanges par rapport aux engrais russes, d'accord? La Confédération paysanne proposait à l'époque, il y a 10 ans déjà, des engrais différents et naturels pour alimenter les engrais et les cultures. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choix politiques qui ont été faits il y a 10 ans. Je suis d'accord. À l'époque, même plus que ça, parce que c'est Chirac, j'ai dit des bêtises, encore plus que l'on doit des partis en 2007. Alors, encore plus, c'est à l'époque de Chirac qui a favorisé le question des engrais avec le FNSEA contre la Confédération paysanne qui posait les engrais naturels. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, court, parce qu'on part au 0826 300 300. Je discute pas. En fait, c'est juste qu'il va falloir se réorganiser. Ah, mais on peut aller au Maroc, on peut refaire des filières. C'est pas un problème. Le problème, c'est le temps court, c'est le maintenant. Qui va nous faire un effet ciseau, en fait. Et tout n'est pas au stock. On repart au 0826 300 300, direction les Landes. Bonsoir, Marie. Bonsoir à vous tous. Bonsoir Marie. Bon, c'est simple. Hein. Tout est possible, mais rien n'est faisable. En ce sens que, oui, vous n'achetez plus de gaz. Que fait l'Allemagne? Elle est 55% dépendante. Que font ces entreprises? C'est fini. Que fait la Finlande? 100%. Que fait le Portugal? 100%, etc. Non, c'est pas. L'Europe est dépendante. Et dépendante à cause de qui? À cause de l'Allemagne qui n'a jamais été suffisante et qui n'a jamais voulu faire sa production nucléaire, qu'il a abandonnée. Ça, c'est important. Parce qu'à ce moment-là, la dépendance, eh bien, elle a entraîné la guerre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas intervenir, puisqu'on ne peut rien faire contre Poutine. Et puis, vous ne pensez pas à autre chose, qui en Europe ont une grande influence. Les milliers d'entreprises allemandes qui travaillent là-bas, les milliers d'entreprises italiennes qui travaillent là-bas, les centaines d'entreprises françaises. Dites donc à Total Energy de ne plus exploiter le gaz dans les 2 gisements sibériens. Allez leur dire, non, tout cela n'est pas faisable. Poutine, quoi que vous en disiez, a les cartes en main. La seule chose, on l'a laissé faire, on aurait dû intervenir avant. On n'a pas osé parce que l'Allemagne nous en empêchait, je m'excuse de la nommer, mais c'est elle qui est principale responsable de cet état de choses parce que justement, elle avait des accords très importants avec la Russie, donc pour son développement économique. Et donc maintenant, les États-Unis nous regardent, eux, ils ne sont pas du tout concernés. Évidemment, ils interviennent pour essayer de nous donner des directives, mais c'est entre la Russie et l'Europe que ça se joue. Et c'est tout. Normalement, les États-Unis ne devraient même pas intervenir. Alors, merci beaucoup, Marie Deslandes. On va faire réagir Denis Deschamps. Merci pour cette question. C'est vrai quand même que c'est dingue qu'on a fait plein de sanctions, sauf sur le gaz, qui est la principale ressource de la Russie, pour faire plaisir à l'Allemagne. C'est vraiment fou. Parce qu'en fait, on parle de 55%. Mais derrière, c'est quoi? Toutes les industries lourdes qu'eux, ils ont gardées, pas nous. Les pipelines arrivent derrière les usines pour qu'elles tournent. Oui.
hein, l'acier, l'aluminium très consommateur. Ils ont gardé toute leur industrie automobile de pointe et ils ont besoin du gaz. Il n'y a pas que le chauffage, il y a aussi toute l'industrie. Et vous avez bien vu que l'Allemagne, là, ça date d'aujourd'hui, de ce matin, où Scholz propose effectivement peut-être des sanctions, mais il ne faut pas que ça touche l'énergie. Oui. C'est chacun pour soi. Vous voyez un peu ? C'est chacun pour soi. Comme disait Henry Kissinger, l'Europe, quel numéro de téléphone? C'était en 1974. Il était secrétaire d'État des États-Unis. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Denis Deschamps, conférencier en géopolitique et géoéconomie, éditeur d'une excellente lettre géopolitique quotidienne, le 24 heures sur la planète. Verdict sur Twitter. L'Europe doit-elle arrêter d'acheter du gaz à la Russie? Vous êtes 80,4% à dire non.